Le système monétaire mondial vient de recevoir un signal que la plupart des investisseurs n'ont pas encore intégré dans leurs calculs. Pas une rumeur, pas une théorie, un mouvement réel, mesurable, qui se déroule en ce moment même dans les flux financiers les plus profonds de la planète. Et ce signal pointe vers quelque chose que les marchés occidentaux refusent encore de pricer correctement. Le dollar est-il en train de perdre son emprise sur l'énergie mondiale? Parce que si la réponse est oui, alors presque tout ce que vous croyez savoir sur l'inflation, les taux d'intérêt et les flux de capitaux mondiaux doit être recalculé, complètement. Voilà exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant même d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez ce moment comme une menace pour vos portefeuilles, ou comme une fenêtre d'opportunité que très peu de gens voient encore? Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut remonter à la mécanique fondamentale sur laquelle le système financier mondial a reposé pendant 50 ans. Un accord silencieux, presque invisible dans sa construction, mais d'une puissance économique absolue. Le pétrole se vend en dollars. Cette phrase simple a façonné l'architecture entière de la finance internationale. Concrètement, cela signifie que chaque pays importateur d'énergie, qu'il soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, a besoin de dollars pour acheter du pétrole. Pas de yuan, pas d'euros, des dollars. Ce besoin permanent crée une demande structurelle pour la devise américaine. Elle maintient les taux d'intérêt américains artificiellement bas. Elle permet à Washington d'emprunter à des conditions que nul autre pays ne pourrait obtenir. Et elle donne au dollar une résilience que les fondamentaux économiques seuls ne justifieraient plus depuis longtemps. C'est ce que les économistes appellent le privilège exorbitant. Et c'est précisément ce privilège qui est en train d'être mis sous pression. Pas brutalement, pas en un seul choc visible, mais progressivement, silencieusement, transaction après transaction. Ce que les marchés commencent à digérer aujourd'hui, c'est que des pays du Golfe, certains des plus grands producteurs de pétrole brut de la planète, ont commencé à accepter des paiements en yuan pour leurs exportations énergétiques vers la Chine. Ce n'est plus une expérience pilote, ce n'est plus un signal diplomatique symbolique. C'est une infrastructure financière en train de se consolider, avec des mécanismes de règlement réels, des volumes croissants et une acceptation institutionnelle qui s'élargit. Et voilà où l'histoire devient vraiment intéressante pour quiconque suit les marchés de près. Parce que ce n'est pas seulement une question de monnaie, c'est une question de flux, de qui détient quoi, et de ce que cela implique pour les prix des actifs à travers le monde entier. Pensez-y de cette façon. Lorsqu'un pays du Golfe vend du pétrole en dollars, il accumule des pétrodollars. Ces pétrodollars sont ensuite recyclés dans le système financier mondial, principalement sous forme d'achat de bons du Trésor américain, d'actifs financiers libellés en dollars et de dépôts dans des banques internationales. Ce mécanisme de recyclage est l'un des piliers invisibles qui soutient la demande pour la dette américaine depuis des décennies. Maintenant, posez-vous cette question. Que se passe-t-il lorsque ces mêmes pétrodollars commencent à être remplacés par des pétro-yuans? Le recyclage change de destination. Au lieu d'affluer vers les bons du Trésor américain, ces revenus migrent vers des actifs libellés en yuan, vers des infrastructures en Asie, vers des marchés obligataires chinois, vers des mécanismes de compensation que Pékin a patiemment construits depuis 10 ans. Et la demande structurelle pour la dette américaine, cette demande silencieuse mais colossale qui maintenait les rendements obligataires américains sous contrôle, commence à s'éroder. Est-ce que les marchés obligataires ont déjà commencé à l'intégrer? C'est la question que vous devriez vous poser en ce moment. Regardons les signaux que les marchés envoient en ce moment. Le dollar index, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de grandes devises, a connu des phases de volatilité inexpliquées par les seuls facteurs de politique monétaire. Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans restent élevés malgré des données économiques, qui, en d'autres circonstances, auraient déjà provoqué un recul significatif. Et les flux vers l'or, l'actif de réserve ultime, celui que l'on achète quand on doute de la solidité du système, continuent d'accélérer. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des symptômes, et ils pointent tous dans la même direction. Le marché obligataire américain est en train de vivre quelque chose d'inhabituel. Les acheteurs étrangers, banques centrales, fonds souverains, institutions, réduisent graduellement leur exposition aux treasuries. Ce n'est pas un effondrement, c'est une lente hémorragie. Mais dans un marché aussi profond, aussi systémique que celui des bons du Trésor américain, même une lente hémorragie a des conséquences massives sur le coût du crédit mondial. Si vous suivez les marchés de près, vous savez que c'est exactement le type de signal que l'on ne devrait pas ignorer. Abonnez-vous ici si ce genre d'analyse macro vous parle, parce que ce n'est que le début de ce que nous allons décortiquer. Maintenant, entrons dans la mécanique de ce qui se passe dans le Golfe. Parce que le basculement vers le yuan n'est pas qu'une décision commerciale pragmatique, c'est le résultat d'une infrastructure financière construite patiemment depuis plusieurs années. La Chine a développé le CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier en yuan.
C'est l'équivalent chinois du système SWIFT, et il traite aujourd'hui des volumes qui doublent régulièrement d'une année à l'autre. Elle a mis en place des contrats à terme sur le pétrole libellé en yuan, sur la bourse de Shanghai, permettant aux producteurs de hedgers leurs revenus directement en monnaie chinoise, et elle a signé des accords de swap de devises avec plus d'une quarantaine de banques centrales dans le monde, créant un réseau de liquidités en yuan qui n'a plus besoin du dollar comme intermédiaire. L'architecture est là, elle fonctionne, et les volumes qui y transitent augmentent chaque trimestre. Pour les marchés d'échange, les implications sont considérables. Le dollar tire une partie de sa force non pas de la performance économique américaine, mais de cette demande contrainte, ce besoin structurel de détenir des dollars pour commercer. Si ce besoin se contracte, même marginalement, la pression sur le billet vert s'intensifie. Ce que cela signifie concrètement pour les investisseurs, un dollar plus faible sur le long terme signifie une inflation importée plus persistante pour les économies qui dépendent des importations libellées en dollars. Cela signifie une pression sur les banques centrales qui maintiennent des réserves massivement pondérées en actifs dollars. Et cela signifie une réévaluation progressive de tout ce que l'on pensait savoir sur la hiérarchie des devises mondiales. Est-ce que vous pensez que la Fed intègre ce risque dans ses projections ? Ou est-ce que les marchés sont en train de sous-estimer une transformation qui se mesure en décennies plutôt qu'en trimestres ? Voici l'angle que très peu d'analystes soulèvent. Et c'est là que l'histoire devient réellement profonde. Le yuan n'a pas vocation à remplacer le dollar dans un choc brutal. Le vrai mécanisme de transition est beaucoup plus subtil et beaucoup plus dangereux pour la stabilité financière globale. Ce que nous assistons, c'est à une fragmentation progressive du système monétaire international, pas un remplacement. Une fragmentation ? Dans un monde fragmenté, il n'y a plus une seule devise de réserve universelle. Il y a des blocs, des zones d'influence monétaire, le dollar dans l'hémisphère occidental et dans les circuits commerciaux traditionnels, le yuan dans les corridors énergétiques et commerciaux qui relient l'Asie, le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique, et quelques devises régionales qui tentent de négocier leur position entre les deux. Cette fragmentation a un coût économique massif. Elle augmente les frictions dans le commerce mondial. Elle oblige les entreprises à gérer plusieurs expositions de change là où une seule suffisait avant. Elle réduit l'efficacité du système de paiement international. Et surtout, elle fragilise la transmission de la politique monétaire à l'échelle globale. Regardons maintenant ce que cela implique pour le marché du pétrole lui-même, parce que c'est là que la transmission vers l'économie réelle est la plus immédiate. Le pétrole a toujours été le lien entre la géopolitique et les marchés financiers. Quand le prix du baril monte, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. C'est un signal sur les flux de dollars, sur les réserves des banques centrales, sur la balance commerciale des nations importatrices. Quand le prix chute, c'est une autre série de transmissions qui s'enclenche. Si les transactions pétrolières se font de plus en plus en yuan plutôt qu'en dollars, la signification financière du prix du baril change de nature. La corrélation historique entre le prix du pétrole et la force du dollar, une corrélation qui a guidé des stratégies d'allocation d'actifs pendant des décennies, commence à se dégrader. Et les modèles de risque construits sur cette corrélation deviennent soudainement moins fiables. Pour les gestionnaires de fonds, pour les trésoriers de grandes entreprises, pour les banques centrales qui modélisent leurs expositions, c'est une remise en question fondamentale de leurs outils analytiques. Et les marchés n'ont pas encore pleinement valorisé cette incertitude. Il y a une autre dimension de cette histoire que l'on n'évoque presque jamais, et c'est peut-être la plus importante pour les investisseurs particuliers, celle qui concerne l'or. Pendant des décennies, l'or a été le baromètre de la défiance envers le système monétaire en place. Chaque fois que la confiance dans le dollar vacille, l'or monte. Et ce n'est pas une coïncidence que, parallèlement à ce basculement progressif vers le yuan dans les échanges pétroliers, les banques centrales des pays du Golfe, mais aussi d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, ont massivement augmenté leurs réserves en or ces 3 dernières années. Les achats d'or par les banques centrales ont atteint des niveaux records. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la couverture institutionnelle. C'est le signal que ceux qui gèrent des réserves de plusieurs centaines de milliards de dollars se préparent à un monde dans lequel la hiérarchie des devises est moins stable qu'elle ne l'était. Trappe ou opportunité pour ceux qui envisagent d'augmenter leur exposition à l'or en ce moment? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Maintenant, posons la question que tout investisseur devrait se poser face à cette transformation. Comment se positionne le capital intelligent face à ce réalignement? Il y a plusieurs angles. D'abord, les devises des marchés émergents, exportateurs de ressources naturelles. Dans un monde où le yuan monte en puissance comme devise de règlement, les devises des pays qui commercent massivement avec la Chine et qui règlent ces échanges en yuan pourraient bénéficier d'une demande nouvelle, plus stable. Ce n'est pas une garantie, c'est une tendance structurelle à surveiller. Ensuite, les marchés obligataires.
La compression graduelle de la demande étrangère pour les treasuries américains implique une pression haussière sur les rendements à long terme. Dans ce contexte, la duration longue sur la dette américaine représente un risque qui mérite d'être réévalué. Et les actifs réels, immobilier, infrastructures, matières premières, deviennent des alternatives de préservation de valeur dans un environnement de dollars potentiellement plus faible. Enfin, il y a l'opportunité technologique. L'infrastructure qui sous-tend ce basculement, les systèmes de paiement numérique, les monnaies numériques de banques centrales, les plateformes de règlement multidevises, est en train d'être construite en ce moment. Et les acteurs qui construisent cette infrastructure ont une valeur stratégique que les marchés commencent tout juste à reconnaître. Mais il y a un risque que l'on ne peut pas ignorer dans cette analyse. La transition n'est pas linéaire, elle n'est pas garantie, et elle comporte des dangers systémiques très réels. Un dollar affaibli de façon désordonnée ne serait pas une bonne nouvelle pour personne, pas même pour ceux qui cherchent à réduire leur dépendance à lui. Le dollar reste la devise de libellé de la dette souveraine de dizaines de pays émergents. Un recul brutal du billet vert déstabiliserait ces dettes, créerait des crises de refinancement et générerait une volatilité financière globale que même les marchés chinois ne seraient pas en mesure d'absorber sans dommage. C'est le paradoxe fondamental de cette transition. Tout le monde veut moins de dollars, mais personne ne veut que le dollar s'effondre. La tension entre ces deux réalités est l'une des sources d'instabilité les plus profondes que les marchés vont devoir naviguer dans les années qui viennent. Est-ce que les marchés sous-estiment ce risque de transition désordonnée ? J'aimerais vraiment connaître votre lecture dans les commentaires. Revenons à ce qui se passe en ce moment précis dans les salles de marché, dans les comités d'investissement des grands fonds, dans les bureaux des banques centrales qui tentent de modéliser ce nouveau monde. La question qui circule dans ces espaces n'est plus « est-ce que le yuan va vraiment menacer le dollar ?» La question est devenue « à quelle vitesse cette transition va-t-elle s'accélérer et comment calibrons-nous nos expositions pour les 18 prochains mois ?» Ce glissement sémantique est lui-même un signal de marché. Quand les acteurs institutionnels passent de l'hypothèse au scénario de base, les valorisations commencent à bouger avant que le grand public ne comprenne pourquoi. Et le capital smart est déjà en train de se repositionner, silencieusement, méthodiquement, sans faire de vagues. Il y a une dernière dimension que nous devons aborder, parce qu'elle touche directement à la vie économique de milliards de personnes, l'inflation. Si le dollar perd graduellement sa dominance dans les échanges pétroliers, cela modifie la façon dont les chocs énergétiques se transmettent à travers les économies. Les pays qui importaient de l'énergie en dollars avaient une protection naturelle lorsque le dollar était fort. Le prix du baril en dollars restait stable, compensé par la force de leur propre devise. Dans un monde multidevises, ces mécanismes de compensation naturelle se complexifient. Et pour les banques centrales, c'est un défi de calibration monétaire inédit. La Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre ont tous construit leur modèle d'inflation sur des hypothèses de dominance dollar dans les marchés énergétiques. Si ces hypothèses changent, leurs outils de prévision deviennent moins précis. Et une banque centrale qui modélise mal l'inflation est une banque centrale qui risque d'agir trop tard ou trop fort. Alors, où en sommes-nous réellement ? Où se trouve le signal le plus honnête dans tout ce bruit ? Ce que nous voyons en ce moment n'est pas l'effondrement du pétrodollar. Ce mot, effondrement, est inexact et trompeur. Ce que nous voyons, c'est une érosion, lente, structurelle et probablement irréversible dans sa direction générale. La vitesse reste incertaine, l'ampleur finale reste inconnue, mais la direction, elle, est de moins en moins contestable. Le Golfe ne tourne pas le dos au dollar du jour au lendemain, mais il diversifie, il ouvre des portes, il teste des infrastructures alternatives. Et chaque transaction en yuan, qui se substitue à une transaction en dollars, est une brique retirée de l'édifice que l'on croyait indestructible. Pour les investisseurs, cela signifie une chose très concrète. Les cadres d'analyse bâtis sur 50 ans de dominance dollar méritent d'être sérieusement questionnés. Pas abandonnés du jour au lendemain. Questionnés, mis à l'épreuve, recalibrés. Parce que dans les grands cycles financiers de l'histoire, les transitions monétaires ne font jamais les manchettes le jour où elles commencent vraiment. Elles sont invisibles au début. Elles semblent marginales. Elles sont minimisées par ceux dont les intérêts sont liés au statu quo. Et puis, un jour, les marchés s'aperçoivent qu'ils ont déjà changé, que les anciens modèles ne fonctionnent plus, que les corrélations ont glissé, que les flux ont pris une nouvelle route. Et cette prise de conscience collective génère une volatilité brutale que personne n'avait pleinement anticipée. Nous sommes peut-être dans cette phase invisible, celle qui précède la reconnaissance collective. Et si c'est le cas, les prochains mois sur les marchés des changes, des obligations et des matières premières vont être d'une intensité rare. Alors je vous pose la question directement, pensez-vous que nous sommes au début de ce basculement ? Ou croyez-vous que les marchés ont déjà intégré cette réalité dans les prix ?
Parce que c'est peut-être la question la plus importante que vous puissiez vous poser en ce moment pour votre propre stratégie d'investissement. Répondez dans les commentaires. Je lis tout. Et la discussion qui va naître de vos réponses est exactement le genre de conversation que l'on n'a presque jamais assez sur les réseaux. Le vrai risque, ce n'est pas toujours celui dont tout le monde parle. Parfois, c'est celui qui se déroule silencieusement, sous les radars, dans les mécanismes que peu de gens prennent le temps de comprendre. Et ça, c'est précisément là que se trouvent les opportunités que les marchés n'ont pas encore prissées.